2018. Alors, quelle est la réelle efficacité de notre système de traitement de ces déchets? Par quels moyens peut-on lutter contre leur inquiétante croissance et les filières mafieuses qui en tirent profit? Plusieurs invités avec moi ce soir. Olivier Guichardas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans la gestion des déchets, fondateur et rédacteur en chef de Déchets Info. Alors, vous dénoncez depuis près de 20 ans les ravages causés notamment par nos déchets électroniques et électriques. Cette enquête, elle est désespérante pour vous? Désespérante peut-être pas, elle est très préoccupante. Ce qui m'a le plus frappé, c'est notamment la séquence sur Hambourg. On voit que le trafic se déroule au vu et au su de tout le monde. Et donc forcément aussi au su des autorités. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi n'est-on pas capable, avec notre réglementation, nos législations, de faire stopper ça? C'est ça qui est le plus choquant. Moi, je me mets à la place du citoyen qui dit je fais ce qu'il faut pour mes déchets, ou en tout cas, je pense faire ce qu'il faut. Et puis, mon ordinateur finit au Ghana ou au Kenya. C'est extrêmement choquant. Bon, on va voir évidemment ce qu'on peut essayer de faire. Alma Dufour, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'association Les Amis de la Terre. Votre réaction à ce film et notamment à ce qui se passe effectivement sur le continent africain? Notre réaction en tant qu'association écologique et qui défend aussi la justice environnementale et qui s'inquiète des impacts de nos modes de production et de consommation dans les pays du Sud, c'est que c'est très très inquiétant parce qu'en fait ce phénomène qui est quand même connu depuis plusieurs années ne fait que s'aggraver. Ce qu'on dit, c'est que le flux de déchets électroniques continue à augmenter inexorablement année après année, tout comme le flux de mise en marché de ces produits-là en amont continue d'augmenter d'année en année. Et on sait qu'il y a soi-disant une volonté politique pour s'attaquer à ce phénomène, mais en fait, je pense que le problème est beaucoup plus structurel et qu'il faut beaucoup plus d'ambition politique pour aller plus loin. Christian Brabant, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu dans ce documentaire, vous êtes directeur général de Écosystème ESR, c'est un éco-organisme donc chargé par les pouvoirs publics pour collecter, chargé et agréé par les pouvoirs publics, pour collecter et recycler nos déchets, ce qu'on appelle donc ces D3E. Équipements électriques et électroniques. C'est vrai, quand on a vu ce film, on se dit, si on est un citoyen même un peu engagé, pourquoi je trie si ça se passe comme ça? Alors, moi j'ai deux formes de réaction. Il y a une première qui est une forme de colère, parce que je trouve que cette chaîne d'acteurs qui amène ce désastre environnemental et encore pire, cet enjeu sur la santé des personnes en Afrique, c'est totalement condamnable, c'est de la criminalité, enfin c'est des systèmes mafieux. Mais en même temps, j'ai aussi, par rapport à votre question, une forme d'espoir, parce que ce reportage montre aussi qu'il y a des choses qui se passent bien. Et on voit cette usine de traitement qui traite des réfrigérateurs, des téléviseurs, mais il y a aussi d'autres produits qui sont traités. Et aujourd'hui, en 2018, c'est plus de 72 millions d'appareils qui ont pu être traités ainsi. Mais ça représente quoi, 72 millions, justement? Ça représente, alors en tonnage de l'ordre de... Ça représente combien de pourcentage, je veux dire, des appareils électriques et électroniques? Alors, il y a deux mesures. Il y a le pourcentage par rapport aux ventes annuelles, les mises en marché. Et là, c'est de l'ordre de 52%. Mais en fait, on a fait une étude récente sur le marché des réfrigérateurs. Et on se rend compte aujourd'hui que 7 réfrigérateurs sur 10 sont achetés avec un remplacement d'un ancien appareil. Mais 3 sur 10 sont achetés sans équipement précédent. Donc, en fait, le potentiel de récupération, il est autour de 70%. Et même quand vous changez un appareil pour en avoir un plus grand ou un plus récent, il n'est pas impossible que vous donniez votre appareil à quelqu'un de votre famille, voire que vous le vendiez sur Internet, voire que même il est repris par le distributeur, en l'occurrence des distributeurs qui reprennent, avec qui on est affilié, et qui vont, nous, on va les remettre à des associations, des organisations comme Envie ou Emmaüs, qui vont peut-être aussi en récupérer. Donc on peut estimer qu'on est autour de 62-65% d'appareils qui peuvent revenir. Et aujourd'hui, donc, on estime qu'on est à 75% par rapport à ce gisement de récupération. Donc il en reste encore beaucoup à chercher. Oui, mais c'est quand même pas mal comme chiffre. On peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Le problème, c'est que, par exemple, si on prend un frigo, alors on a des frigos ici. Sur les frigos, oui. Un frigo, en termes de pouvoir d'effet de serre, il y a à peu près, grosso modo, 1 tonne d'équivalent CO2 dans le circuit de refroidissement et 2,5 tonnes à 3 tonnes dans les mousses.
Moi, je vois quasiment toutes les semaines, c'est pas tous les jours, des frigos dans la rue auxquels on a déjà enlevé le compresseur. Ça veut dire que le circuit de refroidissement a été ouvert. Ça veut dire qu'il y a 1 tonne d'équivalent CO2 qui est parti dans l'atmosphère. Déjà, Ça, c'est pas le consommateur qui l'a enlevé. c'est pas le consommateur, mais ça veut dire quand même qu'il y a un problème. D'abord, le consommateur, il sait pas forcément que ça a cet impact-là. Et puis, à propos des frigos, moi, je me faisais la réflexion, compte tenu de l'impact extrêmement négatif qu'ils ont sur le climat, il me semble qu'un système de consigne aurait sa pertinence. C'est-à-dire un système qui dissuade totalement le citoyen de ne pas laisser son frigo sur le trottoir ou ailleurs. À chaque fois qu'on remet un frigo à une filière de traitement agréée et qui fait les choses dans les règles de l'art, si à chaque fois qu'on fait ça, le citoyen récupère par exemple 30, 40, 50 euros, ce qui est à peu près le coût de la dépollution, je pense qu'on n'aurait plus de frigo sur les trottoirs. Et vu l'impact en termes de changement climatique, donc j'ai dit à peu près 1 tonne dans le circuit de refroidissement, 2,5 tonnes à 3 tonnes dans les mousses, je pense que franchement ça vaut le coup. Vous voulez réagir? Alors, juste ce que dit M. Guichardaz est exact sur les réfrigérateurs qui ont 1 tonne et 3 tonnes et demie, mais c'est pour les réfrigérateurs qui ont été fabriqués avant l'an 2000. Parce que depuis, ces gaz à effet de serre qui sont très chargés en impact, qui ont un très gros impact d'effet de serre, ont été interdits d'utilisation dans les réfrigérateurs. D'ailleurs, on le voit précisément. Donc il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Si, on est à peu près aujourd'hui encore à 30% de réfrigérateurs qui ont ces problèmes. Alors, ce qu'on collecte, nous, en réfrigérateur, on est à peu près 5% des réfrigérateurs qui n'ont plus le compresseur. Donc, qui a été enlevé, ou aussi, dans le cas d'une réparation d'un appareil, le réparateur peut l'enlever et nous le remettre dans le cadre d'un service après-vente. Mais donc, juste pour modérer, en fait, l'enjeu, mais certes, on prend très au sérieux ce sujet, puisque c'est quand même des gaz à effet de serre importants. Mais les nouvelles technologies de réfrigérateurs vendues maintenant depuis moins de 18 ans ont beaucoup moins de gaz à effet de serre. Je ne vous oublie pas, Louis Cisternas, mais comme vous avez parlé de solutions, parce que vous avez des solutions, on finit avec les problèmes, on va parler des solutions. Non, mais j'en ai aussi des solutions. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit monsieur, c'est que on part du constat que c'est des choses qui sont interdites, alors que dans le reportage lui-même, on montre que la plupart des choses qui sont récupérées par les filières nigériennes ou autres, c'est pas vraiment les top niveaux d'aujourd'hui. Vous voyez, donc d'où ils sortent. Alma, est-ce qu'il y a en matière de traitement donc, de ces déchets des objectifs définis et précis qui sont à atteindre? Oui, tout à fait. Et on peut aussi voir cette situation. Il y a effectivement des circuits mafieux, effectivement des vols, etc. en décharge, mais il y a aussi le fait que la réglementation européenne, elle est jusqu'à l'année dernière, l'objectif de collecte pour les États membres était de la moitié à peu près des déchets électriques et électroniques produits sur le marché. Chiffre, j'ai du mal à comprendre. Eh ben parce que du coup, il fallait que les États membres se dotent des infrastructures nécessaires et des moyens pour arriver. C'est un problème de faisabilité. Exactement. Donc du coup, on en était déjà à un objectif de 45%. Donc et effectivement, les metteurs sur le marché, les fabricants, contribuent avec l'éco-participation à la hauteur des objectifs réglementaires. Donc c'était difficile de leur demander de contribuer plus à une filière si l'objectif était de 45%. L'éco-participation, pour ceux qui ne savent pas, quand vous achetez un appareil électrique ou électronique, il y a effectivement sur la facture une petite somme qui correspond à l'éco-participation. Et qui, en fonction des produits, justement, va varier. Typiquement, pour un réfrigérateur, elle est relativement élevée parce qu'elle est censée prendre en charge les coûts de dépollution qui sont assez lourds pour ces produits. Oui, du coup, l'objectif va passer à 65% et passe déjà à 65% cette année en 2019. Donc, j'attends M. Brabant qui nous explique comment ils vont faire pour vraiment mettre un coup d'accélérateur sur la collecte et l'envoi dans les filières officielles, on va dire, et réglementaires de recyclage. Déjà, pour commencer. D'accord. Alors, oui. Alors, je précise que vous faites partie de l'association Repère Café Paris. Et on expliquera tout à l'heure ce que c'est. Mais allez-y, je vous en prie. Moi, j'ai une question. Est-ce que, quand on parle de toute cette collecte des déchets, etc., est-ce que tout est, on dit traitement, est-ce que tout est traité dans les filières françaises, européennes, ou quelle est la part qui... Alors, vous voyez, donc là, c'est l'autre part de... Alors, en 2018, si on compare toujours aux mises en marché, qui n'est pas forcément le gisement qu'on peut récupérer,
Mais si on compare par rapport aux mises en marché de l'année, on est à 52% de taux de collecte en 2018. Ouais. Et en 2019, effectivement, par rapport à la réglementation européenne, c'est 65%. Mais l'Europe a donné 2 possibilités pour les États membres en termes d'objectifs. Le premier, c'est de se comparer aux mises en marché chaque année, et c'est 65% de la mise en marché. Le deuxième objectif, c'est 85% du gisement. Mais alors, les mises en marché, ça se calcule très facilement puisque c'est les déclarations annuelles des producteurs. Le gisement, il est très compliqué. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette étude qu'on a pu faire sur les réfrigérateurs. Et qu'on va développer ce type d'étude pour mieux comprendre, effectivement, le gisement. Parce que moi j'ai à un moment donné, j'ai du mal, j'ai pas de limite. C'est-à-dire, on m'a pas donné de limite. Moi, je dirige ESR écosystème. J'ai pas de limite en termes de collecte. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut collecter, on le collecte et on l'envoie vers des filières, à la fois soit pour faire de la réutilisation avec des organisations comme Envie ou Emmaüs, soit du recyclage matière. Mais ce recyclage... Vous avez des limites financières. Les limites financières, ben, oui, ça a un coût. Oui. Enfin, tout à l'heure, on parlait d'un coût. Si vous prenez un réfrigérateur qui est pris dans la rue, là, ces exemples qu'on a vus, vous pouvez le vendre à un ferrailleur 5 €. Moi, quand je traite un réfrigérateur, avec toute la chaîne logistique de traçabilité, depuis le point de collecte en déchetterie ou en magasin. C'est au moins 30 €. C'est entre 35 et 40 €. Donc vous avez des limites financières, effectivement. Vous ne pouvez pas traiter plus que vos finances. La limite financière, c'est aujourd'hui, on finance ce qui oui. Et on a été amené, la progression de la collecte a été assez forte. On est une filière qui existe depuis 12 ans. Ce qu'on a vu là, il ne se passait rien auparavant, il n'y avait rien qui était traité correctement. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, pour les réfrigérateurs, 75% des réfrigérateurs sont traités correctement. Moi, ce qui me préoccupe maintenant, c'est les 25% restants. Et là, quelles sont les solutions ? Je pense qu'on reviendra dans le débat sur quelles solutions il faut mettre en place pour aller chercher ces 25%. Oui. Oui, j'ai écouté M. Brabant. Je suis ravi que tous les réfrigérateurs soient, enfin 75% soient traités correctement. Le problème, c'est qu'il y a d'autres filières de D3E qui sont maltraitées, depuis des années. Si on prend par exemple les chauffe-eau, c'est pour ça que j'évoquais la question des mousses des frigos. Les chauffe-eau ont des mousses qui sont à peu près identiques, des mousses isolantes qui sont à peu près identiques à celles des réfrigérateurs. Et les mousses des chauffe-eau auraient dû être dépolluées depuis l'origine de la filière, c'est-à-dire depuis 2006. Nous sommes en 2019. À ce jour, pas un seul chauffe-eau n'a ses mousses dépolluées. Pas un seul. Voilà. Ouais, c'est ça la situation actuelle de la filière D3E en France. La filière D3E en France a fait beaucoup, mais il y a des trous dans la raquette. Les chauffe-eau en sont un. Il y a d'autres sujets. Par exemple, le verre des tubes cathodiques. Une partie de ce verre est du verre au plomb. Donc des télévisions qu'on retrouve. Voilà, des télévisions, des écrans d'ordinateur, les anciens, avant qu'on passe aux écrans plats. Et ce verre au plomb, c'est un déchet dangereux. Voilà. Et jusqu'à fin 2017, de 2012 à 2017, ce verre au plomb a été envoyé aux Pays-Bas pour être broyé et servir comme de granulat dans des blocs de béton. Voilà. Mais on savait à cette époque-là que c'était dangereux ? Dès 2012, Écosystème avait, dans un document, écrit que ça contribuait à la dissémination de déchets au plomb et que ce n'était pas une bonne solution. Enfin, il y avait un point d'interrogation sur le document. Le document, je l'ai publié. Donc, dès 2012... Écosystème savait qu'il y avait un problème là-dessus. N'empêche que jusqu'à fin 2017, ils ont envoyé au total, avec l'autre éco-organisme, près de 200 000 tonnes de verre au plomb qui a été recyclé, paraît-il, dans des blocs de béton. Ces blocs de béton, personne n'est capable de dire où ils sont. Moi, j'en ai à 500 mètres de chez moi, mais parce que j'ai l'œil, je me suis dit, tiens, ces blocs-là, etc. Je suis allé voir, on voit le verre qui est dedans. Au mois d'octobre, je vais à Angoulême, sur la place de la Gare, je vois des blocs, je m'approche, ah bah tiens, c'est des blocs faits par cette société néerlandaise qui s'appelle Janssen, et on voyait effectivement du verre, qui est manifestement du verre au plomb, parce qu'on ne va pas mettre d'autres verres là-dedans. Ça représente entre 500 000 et 1 million de tonnes de blocs de béton. Actuellement, dont personne ne sait où ils sont. Or, le béton aura tendance à être recyclé
pour le recycler, il faut le broyer. Quand on le broie, on fait de la poussière. Si on a de la poussière de béton, c'est de la poussière de béton. C'est pas dramatique. Si c'est de la poussière de béton avec du verre au plomb, c'est dangereux. Justement, quand on parle, une précision, de déchets toxiques dangereux, c'est pour la santé humaine, l'environnement, les deux? Absolument, tout à fait. Le plomb, on sait que ça cause le saturnisme. Si je suis à côté d'un bloc de béton, je ne prends pas de risque pour ma santé. Le problème, c'est tout au long de la vie du bloc, et notamment au stade du recyclage, où si je le perce, si je fais un trou, ça fait de la poussière. La poussière de béton, c'est pas terrible. Si c'est de la poussière de béton avec du verre au plomb, c'est dangereux. Oui, j'allais ajouter, au-delà de la question de certains types de déchets qui ont des substances très polluantes à l'intérieur, tous les déchets électroniques sont plus ou moins dangereux. Et on voyait beaucoup dans le documentaire la question des ordinateurs, par exemple, ou des smartphones, des vieux smartphones, enfin des téléphones en fait, qui sont même pas vraiment smart, mais qui finissent aussi dans cette filière. Et là, sur lesquels on a des taux de collecte qui sont quand même beaucoup moins élevés. Le smartphone, on estime que c'est à peu près 15%, avec beaucoup de filières de seconde vie sur Internet, de réemploi, reconditionnement. Et c'est tout un pan qui est en fait extrêmement dangereux aussi. Si c'est moins dangereux qu'un frigo laissé dans la rue pour le gaz à effet de serre, en tout cas c'est dangereux quand ça arrive au Nigeria, au Ghana ou en Chine, puisqu'en fait les populations là-bas c'est de la survie pure et dure. Ils n'ont même pas les moyens d'avoir aucune infrastructure, donc ils vont brûler les plastiques, ils vont les sentir comme ça pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent trier, etc. Donc de toute manière ces déchets-là sont dangereux aussi. Et s'il y a un effort qui est fait sur les frigos, et aussi parce que c'est des déchets encombrants dont les gens se débarrassent facilement, enfin plus facilement que des smartphones ou des ordinateurs qui sont stockés. Et là, il y a un enjeu à augmenter la collecte, un enjeu à mettre les fonds aussi derrière. Et ici, il y a quand même des limites financières aussi. Les metteurs sur le marché font aussi pression pour que l'éco-contribution n'augmente pas excessivement. Et il y a aussi une question de volonté politique, puisque c'est aussi des questions de signaux prix pour le consommateur. En ce moment, le ministère de l'économie n'est pas forcément extrêmement fan d'une augmentation sur l'environnement. Chacun son... Exactement. Donc, faut pas non plus dire effectivement que tout est rose. Je pense que ce phénomène, il existe depuis très longtemps. On aurait pu faire bien plus et déjà aussi agir sur les niveaux de production. Parce qu'on se plaint après qu'on ait des niveaux de déchets qu'on puisse pas contrôler. On va parler effectivement des solutions en amont. Vous voulez ajouter un mot et je fais réagir M. Brabant. Oui, quand on voit les images au Ghana ou au Kenya, on voit, il y a du recyclage de fait, mais ce qui intéresse ces recycleurs-là, c'est quasiment que les métaux. Et tous les plastiques sont brûlés, détruits, etc. Donc de toute façon, même quand ça part dans ces filières parallèles de recyclage, il y a beaucoup de pertes de matière, et ça, il ne faut pas l'oublier. En plus, avec probablement des plastiques bromés qui sont brûlés, enfin bon, en termes d'émissions, notamment gazeuses, c'est une horreur, franchement. Oui. J'ai beaucoup de mal à appeler ça du recyclage, parce qu'effectivement, les métaux sont récupérés dans de piètres conditions, et puis après, pour récupérer les métaux, on voit dans le reportage qu'on prend des carcasses de réfrigérateurs, parce qu'il y a les mousses qui permettent d'inflammer, de chauffer, et ça sert d'énergie. Enfin, et puis après, les plastiques, mais justement, pour lutter contre ce trafic mafieux, vous faites quoi Alors, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Alors, si on revient un peu ce que vous faites déjà là, actuellement pour lutter contre ce trafic. Oui, tout à fait. Alors, parce que dans un premier temps, on s'est dit, on va essayer de lutter contre... parce que l'origine, c'est l'approvisionnement, il vient sur le trottoir, on récupère, c'est ce que montre très bien le reportage, on récupère des équipements et puis on les emmène dans des filières plus ou moins. Voilà. Alors, ce n'est pas la personne ou la camionnette qui récupère en sillonnant les rues de Paris ou d'Aubervilliers qui effectivement... emmène ces produits en Afrique. Donc, il y a des intermédiaires. Donc, dans un premier temps, la réglementation nous a aidés. Il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Interdiction de paiement en espèces pour toutes transactions métalliques. Ça, c'est déjà... ça permet d'avoir un certain nombre de contraintes. L'obligation pour tout détenteur des 3E d'être en contrat avec un éco-organisme ou avec un système individuel. Ça, c'est une deuxième contrainte. Et puis aussi un troisième pilier qui est l'obligation de traiter les équipements avec des normes Sénélec européennes et qui permet une concurrence loyale entre les acteurs. Bon, à partir du moment où on a ce dispositif, nous, on a la capacité d'avancer dans un certain domaine. Bien sûr, on ne pourra pas tout faire. Il faudra qu'on ait l'aide des pouvoirs publics, notamment par rapport à des enjeux d'exportation illégale. Donc, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de contractualiser avec les récupérateurs. Alors les récupérateurs, c'est ceux qui rachètent les équipements à ceux qui ont fait toutes les tournées dans Paris, dans toutes les rues des villes de certaines grandes villes. Et vous avez touché tous les récupérateurs?
Alors, on a aujourd'hui, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, un contrat avec 400 récupérateurs sur 800 à peu près. Il en reste 400. Donc, on a fait probablement les plus importants et les plus faciles. En fait, ce qu'on leur demande, c'est un changement complet de méthode de travail. C'est-à-dire qu'on leur demande en amont de traiter tout ce qui est récupéré, c'est-à-dire de tracer le nom de l'apporteur et le type de produit qu'il a rapporté. Et ça doit être inscrit sur le livre de police. Deuxièmement, on leur demande de trier bien les D3E par rapport aux autres ferrailles qu'ils récupèrent. On voit que dans les camionnettes, il n'y a pas que de l'électroménager ou des produits électriques. Ensuite, on leur demande de transporter ces équipements vers un centre de traitement qui est agréé et contrôlé par ESR Écosystème. Et enfin, on leur demande de travailler avec de les transporter de manière intègre. Donc il y a quatre éléments pour lesquels on finance tous les surcoûts. C'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer, toujours acheter à ce qu'on appelle la maraude les équipements, et on peut garantir après un traitement dans la filière. Donc voilà. Comme il en reste 400, c'est le travail qui nous reste. Ce n'est pas le travail le plus facile parce qu'on est des fois dans des situations un peu dangereuses et risquées. Il y a des acteurs qui ne veulent pas changer les méthodes de travail, mais ils sont dans l'illégalité. Et on fera tout pour Et puis après, c'est l'aide avec les pouvoirs publics. Alors là, on parle beaucoup des particuliers. On va juste parler des entreprises quand même, parce qu'on a quand même vu des images qui sont assez impressionnantes. On regarde juste un extrait de ce documentaire. Regardez. À La Défense, dans le premier quartier d'affaires de France, on estime que près de 100 000 ordinateurs sont changés chaque année, rien que pour les entreprises du CAC 40. Frédéric Bordage est consultant. Il tente de sensibiliser les sociétés et leurs salariés aux bonnes pratiques. Pour le compte de grandes entreprises, lui aussi a enquêté sur la fuite internationale des ordinateurs français et a fait une découverte étonnante. Lors de l'une de mes premières missions, c'est ce qui m'a donné l'envie de m'intéresser à ce sujet, je suis allé voir Orange, Dell, Konica Minolta, Bouygues, un certain nombre de fournisseurs des grandes entreprises du CAC 40 pour qu'ils m'expliquent ce que devenaient les équipements qu'ils avaient récupérés chez mon client. Et en fait, je n'ai jamais réussi à obtenir de chiffres fiables sur la quantité d'équipements récupérés et sur le type de retraitement, c'est-à-dire s'ils avaient été réemployés, dans quelles conditions, par qui, s'ils avaient été recyclés. Voilà un chiffre selon l'Agence de l'environnement en France. Dans les entreprises, 2 ordinateurs sur 3 disparaissent sans laisser de traces. Oui, ce passage du film est très intéressant parce qu'il montre un autre gros trou dans la raquette. Jusqu'à présent, on a parlé des D3E ménagers. Et là, ça aborde la question des D3E professionnels. Et manifestement, là, c'est un peu moi, j'ai beaucoup de mal, alors que je suis quand même journaliste spécialisé, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui s'y fait, quels sont les acteurs, quelles sont les règles. J'avoue que c'est très opaque. Et ce que montre le film, c'est le rôle de ce qu'on appelle les brokers, qui en fait rachètent des parcs informatiques ou les reprennent gratuitement, voire se font payer pour les reprendre dans certains cas, et ensuite, c'est le flou total. On ne sait pas du tout où ça passe. Sur Internet, on trouve des sites de brokers et ils vous vendent des lots d'écrans tubes cathodiques. Je ne vois pas qui aujourd'hui achèterait pour son usage des écrans cathodiques, donc probablement qui partent à l'export et qui sont traités de façon pas très correcte. Et je voudrais rebondir sur ce que disait M. Brabant tout à l'heure, et sur une question que vous évoquiez, que peuvent faire les éco-organismes. Il y a le rôle des autorités, et on sait que les administrations, les services chargés de faire la police en matière environnementale sont des services qui sont chaque année un peu plus dépouillés de leurs forces vives. Et donc, en fait, les moyens humains et matériels consacrés à la lutte contre ces trafics, à la lutte contre les traitements illégaux, à la vérification des entreprises qui font les traitements, ces moyens sont totalement insuffisants. Totalement. Alors, vous l'évoquiez, l'idée, ça serait quand même de réduire le volume des déchets. Louis Cisternas, c'est votre engagement. Donc, vous présidez l'association Repère Café Paris. Déjà, votre devise, c'est quoi ? C'est « Jetez pas question ». Jetez pas question. Donc, alors, l'idée, c'est... Oui, parce que ça vient des Pays-Bas, cette l'initiative. Comment ça marche ? L'idée... ça paraît tout bête, mais l'idée, c'est de mettre en relation des gens qui ont des appareils cassés avec des gens qui savent les réparer. D'accord. Et tout ça Donc, de ne pas tout de suite le mettre sur le trottoir.
au lieu mais la problématique, elle vient de plus haut, en fait. Bon, je pense qu'on discutera de ça plus tard, mais c'est la manière de consommer où il y a le problème. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme plus de ce qu'on a besoin et nous, on essaie de faire en sorte de rallonger la vie des choses. On consomme de manière adaptée. Mais vous, en fait, si quelqu'un veut réparer son frigo qui est cassé, il va venir à un moment où il y aura dans une salle des fêtes ou quelque chose, des gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui s'y connaissent et qui vont essayer de réparer, par exemple, une pièce qui est abîmée. Oui, là aujourd'hui, justement, la problématique notamment de Repair Café Paris, qui est en fait une association qui produit des événements de réparation. Et la problématique, c'est que, par exemple, ce type de matériel, comme les frigos ou d'autres machines à laver, c'est impossible à dépanner par le Repair Café Paris. Il y a d'autres Repair Café, par exemple, je ne sais pas, à Célin, un Mélancenard ou d'autres, où ils ont des maisons plein pied, donc dans lesquelles les gens ils peuvent amener les choses. Mais là, nous, par exemple, à Paris, et bien qu'on soit dans des locaux qui sont prêtés, qui nous ont mis à disposition, les locaux en général, c'est des centres d'animation ou des endroits qui sont difficiles d'accès. Donc nous, on s'attarde plus sur ce type Mais si vous savez réparer, la pièce, vous la trouvez facilement ou pas? Ou il y a vraiment des appareils pour lesquels c'est fait pour qu'on ne trouve pas de pièces? Là, il y a deux choses. L'une, c'est la conception de l'appareil. Aujourd'hui, je dirais les machines, les appareils en général ne sont pas faits, entre guillemets, pour être réparés. C'est-à-dire on revient au mode de consommation, au mode de fabrication. C'est-à-dire qu'on va tirer la ficelle au maximum pour réduire les coûts, pour faire des pièces, le moins des pièces possible, le plus compact possible, etc. Et ce qui donne à la longue des appareils qui ne peuvent pas être, par exemple, démontés dans certains cas. Parce que vous n'avez pas encore eu beaucoup la parole. Effectivement, c'est ce que vous disiez. L'idée, c'est quand même que les fabricants à la fois fassent des appareils qui durent plus longtemps et puis qu'on puisse réparer quand même. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on se permet de pointer une certaine incohérence politique ou un certain manque de volonté. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association, on travaille sur l'ensemble du spectre, à la fois effectivement la conception des produits jusqu'au traitement des déchets. Et en fait, pour ce qui est d'allonger la durée de vie des produits, imposer des pièces détachées disponibles sur les ordinateurs ou les smartphones, des mises à jour logicielles disponibles, et aussi faire que le prix de la réparation ne soit pas prohibitif par rapport... Parce que là, on parle de gens convaincus. Les Repair Café, c'est pour des citoyens qui ont envie. Mais c'est vrai que la plupart des gens vont regarder d'abord la rationalité économique et vont se dire, je vais racheter un appareil, un produit neuf qui coûte pas cher, avec en plus un dumping sur les prix provoqué par la vente en ligne. Et aujourd'hui, force est de constater qu'au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la France, il y a quand même un manque de vraie volonté politique pour améliorer la conception des produits, pour amortir le coût de la réparation. On nous refuse la TVA réduite sur la réparation, par exemple, aujourd'hui en France, ou d'autres mécanismes de soutien financier. Et parce que, voilà, il faut comprendre que le productivisme aussi est au cœur de notre système et c'est extrêmement difficile de changer ça. Et aujourd'hui, on en est à des niveaux de mise sur le marché qui sont hallucinants. 11 équipements électriques et électroniques, justement, par habitant français. Et encore, ça, c'est les mises sur le marché déclarées par an. Voilà. Si vous deviez donner un chiffre, qu'est-ce qui serait raisonnable et cohérent? C'est quoi, 5-6 appareils par an? Ça serait quoi? C'est ce que vous en avez fait? Oui, 5-6 appareils par an, sachant que c'est des appareils qui sont censés durer plusieurs années. Donc on n'est pas. Est-ce que vous avez l'impression d'en acheter 11 par an? L'un après l'autre, mais des réactions assez courtes, sinon on n'aura pas le temps d'aller au bout. Oui, peut-être pour dire que quand même, la réparation est un enjeu. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 10 millions de réparations par an dans le monde électroménager et ainsi de suite. On ne part pas de rien. Et il y a des disponibilités. On ne parle pas de rien, mais très honnêtement, quand on est quelqu'un pas engagé ou pas compétent, qui n'y connaît rien, et que vous appelez l'enseigne, vous avez acheté votre appareil, et vous lui dites, il y a ça, il commence par vous dire, honnêtement, la réparation va coûter presque plus cher d'en acheter un nouveau. Je reprends mon exemple des réfrigérateurs tout à l'heure avec les gaz à effet de serre. 30% des réfrigérateurs qu'on récupère sont des réfrigérateurs qui ont été construits avant, il y a plus de 18 ans. Oui, mais donc on voit qu'il y a quand même une durée de vie certaine. J'ai un point aussi, je voulais revenir sur le matériel professionnel parce que vous l'avez résumé juste à l'informatique. Alors que le matériel professionnel, il y a plein de secteurs. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout. C'est une filière qui a démarré il y a 3 ans.
qui est en plein développement et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent pour justement faciliter. Mais c'est vrai que là, on est sur des durées de vie qui sont beaucoup plus longues que dans le matériel informatique. Oui. Nous, on est plutôt dans la réparation elle-même, mais on est dans la sensibilisation. On est dans le fait, comme je disais tout à l'heure, de mieux consommer, mais de sensibiliser les gens à rallonger la vie des appareils et à pas... Là, comme vous dites... Oh, j'ai oublié. C'est très bien aussi, hein. On le fait, nous, avec Emmaüs et Envie, on finance justement de la réutilisation et du réemploi. Enfin, oui, mais est-ce qu'il arrive souvent, par exemple, dans les appareils qu'on vous apporte, que, on ne puisse pas, par exemple, le démonter parce que ça a été conçu pour ça, ou deux, que de toute façon, il n'y ait pas de pièces ou des pièces trop chères. Ça vous arrive? Absolument, mais il nous arrive plus fréquemment que l'appareil ait une pièce qui coûte 50 centimes qui est HS. C'est-à-dire qu'un rice cooker ou un bouilloire, qui sont les éléments phares, il y a un fusible thermique qui coûte 1,50 € et le truc, il part à la poubelle. Moi, ce que je reproche aux filières, disons, plus ou moins institutionnelles, c'est que vous allez dans n'importe quel magasin qui font des appareils et la plupart du temps, ils ne vont pas vous proposer de réparer l'appareil. Ils vont vous proposer direct de vous donner un neuf. Et dans le discours des vendeurs, les pauvres, on va vous dire... on leur dit de faire ça, c'est pas eux. Non, mais ils vont vous regarder et vous dire, mais c'est mieux pour vous. Oui. Là, c'est désolant. Oui. Parce que il n'y a aucune... on leur a expliqué de faire ça, les pauvres. C'est pas ça, ils sont un peu... c'est à leur décharge. On dit souvent que certains appareils ou les appareils ne sont pas conçus pour être réparés. C'est même pire, il y a des appareils qui sont conçus pour ne pas pouvoir être réparés. Moi, je me souviens très bien d'un rasoir électrique que j'avais. Je peux citer le fabricant, c'était la marque Braun. Il avait inclut un dispositif permettant d'enlever l'accumulateur, parce que c'est une obligation pour le recyclage de pouvoir enlever l'accumulateur. Donc il y avait un dispositif qui permettait de l'ouvrir pour enlever l'accumulateur, mais il y avait un système de fusible, si j'ose dire, qui faisait qu'une fois on l'avait ouvert, on ne pouvait plus le refermer. C'était un système destructif. Je trouve ça fondamentalement criminel. Enfin, sur le plan de l'environnement, l'appareil a été conçu pour ne pas pouvoir être réparé. Alors, il y a peut-être de l'espoir quand même avec le projet de loi appelé économie circulaire. Normalement, c'est pour le printemps 2019, qui prévoit l'inscription, enfin notamment, parce qu'il y a plusieurs choses, mais l'inscription d'un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques à compter du 1er janvier 2020. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est vertueux. C'est vertueux, c'est une démarche. Après, encore une fois, nous, on pense que l'indice de réparabilité, il faut être dans les groupes de travail, comme on négocie vraiment au pied à pied avec les fabricants. Bien sûr. On en fait partie. En fait, on est content de ce mécanisme et pour nous, ça ne va pas assez loin. Ça ne va pas assez loin parce que les mécanismes qui informent le consommateur, on a du mal à savoir l'impact que ça va avoir auprès du grand public. On a du mal, ça va être une note sur 10, ça va être un peu compliqué pour le consommateur de comprendre exactement. Et on se bataille pour intégrer le prix de la réparation parce qu'encore une fois, on sait que pour la majorité des citoyens, c'est ça qui compte aussi. Et le prix, c'est quand même très compliqué à intégrer dans cet indice. Et nous, ce qu'on veut, c'est avec l'indice aussi l'accompagner par un mécanisme d'amortissement financier aussi. Et voilà, sachant que sur le marché de l'électronique, c'est un secteur oligopolistique, ils sont peu nombreux, ils sont capables de définir le marché, même s'ils ont des indices. Voilà, c'est ça qui va les obliger à avoir des mises à jour logicielles disponibles pendant 5 ans, etc. Ça reste pas assez contraignant pour nous. Et c'est pour ça que l'on demande à l'Union européenne, qui a ce pouvoir-là, de renforcer les normes contraignantes sur les produits. Oui. Alors nous, on est très intéressés. Pardon. Nous, on est très intéressés par cet indice de réparabilité. D'ailleurs, on participe au groupe de travail aussi parce qu'on a notre connaissance des produits au travers de tous les produits qu'on récupère. Et parce qu'on a mis en place, il y a quelques années, une modulation sur les montants des coparticipations. C'est-à-dire quand vous payez un certain montant. Et vous pouvez avoir un bonus ou un malus en fonction de le niveau d'éco-conception du produit. Et typiquement, par exemple, on a la disponibilité des pièces détachées. Donc, sur certains appareils gros ménagers, la pièce détachée qui est disponible au-delà de 11 ans de durée, une fois que l'appareil est... vous avez un bonus. Vous avez ça aussi sur, par exemple, la démontabilité d'un appareil. Si vous pouvez démonter un appareil avec les outils standards du marché, pour répondre aussi à M. Guichardaz, à ce moment-là, il n'y a pas d'outils spécifiques, donc ça permet d'être réparé par tout un commun. Oui. Bon, après, il y a aussi des réparations très techniques. J'entendais parler d'un réparateur de réfrigérateur. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de réparer un circuit de froid de réfrigérateur si vous n'avez pas un brevet spécial, parce qu'il y a des qualifications techniques nécessaires. Mais voilà.
Ce que dit M. Brabant, c'est très bien, mais c'est au niveau de l'incitation. Or, on sait bien que quand on fait une incitation avec l'éco-contribution, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'éco-contribution, elle est beaucoup trop faible par rapport au prix de l'appareil, et que de toute façon, ça n'est pas un critère de choix déterminant. Et je pense que pour 99% des consommateurs, ça n'est pas du tout un critère de choix au moment où on achète un appareil. Je prends l'exemple d'un smartphone. La contribution sur un smartphone, à tout casser, ça doit être 5 ou 10 centimes, sachant qu'un smartphone, ça vaut au minimum 200 €. Vous doutez bien, vous pouvez multiplier par 10 la contribution, ça ne changera rien dans le choix du consommateur. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de la simple incitation. Il faudrait, de mon point de vue, interdire tous les dispositifs qui empêchent de réparer les appareils et rendre obligatoire, et non pas sous le régime de l'incitation, le fait qu'on puisse le réparer. Je prends un exemple. Actuellement, les appareils rechargeables se répandent. Il y a les téléphones, il y a les rasoirs électriques, les brosses à dents, etc. Et la plupart de ces appareils-là, on ne peut pas changer l'accumulateur, enfin la batterie dedans. Or, une batterie, ça a une durée de vie limitée qui est liée à son nombre de cycles. Ça a été conçu volontairement, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Alors, le fait que la batterie ait un nombre de cycles de vie limité, non. Oui, mais qu'on ne puisse pas la changer. Mais, absolument. Mais ça veut dire qu'on a des appareils dont la durée de vie est indexée sur la durée de vie de la batterie. Mais c'est totalement aberrant. C'est un scandale. Alors, je crois qu'en l'occurrence, la batterie, elle peut être changée chez le fabricant. Enfin bon. Oui, chez le fabricant. Non, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux en avoir un autre. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'il y a cette écomodulation. Moi, je vais vous citer l'exemple. En machine à laver, en machine à laver, moi j'ai un fabricant, parce qu'il n'y a pas que le signal au consommateur, mais le fabricant. Moi j'ai un fabricant qui a décidé d'allonger sa durée de vie de disponibilité des pièces détachées, parce qu'il va économiser 800 000 €. Non, mais ça on comprend bien. Et donc l'incitation, elle est auprès des consommateurs, mais aussi auprès des fabricants, avec cette écomodulation. L'incitation, le fabricant, je pense que le fabricant, globalement, il joue, c'est pas clair son jeu. Là, il y a la célèbre marque des smartphones et autres types d'ordinateurs qui fait sa mise à jour des DOS. Et la batterie, suite à cette mise à jour, la batterie, elle est considérée HS. Et tu as la moitié du peuple qui va changer de trucs parce qu'il y a eu une mise à jour des programmes. Effectivement, les fabricants doivent vraiment changer leur façon de voir les choses. Au bout du compte, au point de départ, c'est comme la réglementation. Que font les pouvoirs publics pour interdire ce genre de pratiques qui sont des pratiques délétères pour l'environnement? Eux, ce sont les premiers à avoir la responsabilité. Les fabricants, ils essayent de gagner leur vie. On ne soit plus donc dans l'incitation, mais dans l'obligation. Mais absolument. Non, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Je suis désolée. Juste en un mot, est-ce qu'on trouve des repères café dans toute la France? Oui, de plus en plus. Et je dirais, les gens, ils prennent conscience. Donc, on a toujours, nous, les deux côtés. Les gens qui viennent parce qu'ils ont besoin de la chose, et d'autres gens qui viennent par le concept. Voilà, et on espère que la génération suivante, qui est plus incitée à ça, va apprendre déjà à bricoler. Ça sera une bonne chose. Ça, c'est bien, et puis voilà, va pousser un peu et tout le monde à avancer. Merci beaucoup à tous les cas d'être venus. Donc c'est la fin de l'émission. Vous pourrez revoir le débat et le documentaire, bien sûr, Déchets électroniques, le grand détournement, sur le site France TV. Moi, je vous retrouve mardi prochain à partir de 20h50 pour un nouveau numéro du Monde en face. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5. Au revoir.